Nouvelle-Zélande, côte Est. Un homme sculpte le bois. Un maître sculpteur. Respecté dans toute sa région. On vient le chercher pour un projet de l'autre côté de l'île. Chez ses ennemis traditionnels. Il refuse. Puis, on lui dit qui dirige le projet. Il accepte. Il quitte sa famille, ses propres commandes, sa côte. Il fait 300 km à pied, en bateau. Et plusieurs mois plus tard, il sculpte toujours, sans avoir été payé. Autour de lui, 44 autres hommes. Certains viennent de sa région, d'autres sont d'ici, du territoire ennemi. Des hommes dont les pères se sont entretués, qui sculptent maintenant côte à côte. Au centre du chantier, une femme, petite, la quarantaine, les mains couvertes de cire. Il lève les yeux, elle s'approche de lui, elle tend la main. Il lui donne son outil. Elle corrige ce qu'il vient de sculpter. Alors, pourquoi cet homme, ce maître, dans son art, a-t-il quitté son territoire pour venir travailler gratuitement pendant des mois chez ses ennemis pour une femme? Et surtout, qui est cette femme respectée par ses propres ennemis? Novembre 1883. Quelque part dans la vallée du Waikato, sur l'île du nord de la Nouvelle-Zélande. Dans une maison traditionnelle, une femme accouche. L'air est épais, chargé de l'odeur du bois et de la sueur. Les femmes qui l'entourent murmurent des prières, leurs mains calleuses pressant des tissus humides contre son front brûlant. Le bébé arrive. Une fille, toute petite, les poings serrés, le visage rouge de cris. On la prénomme Pikimene, puis Kiri. Un nom simple, presque banal, pour une enfant de lignée royale. Son grand-père, Tafiao, est le deuxième roi maori. Un homme dont le nom commande le respect dans toute la vallée. Mais quand on lui annonce la naissance de cette petite fille, il détourne le regard et refuse de la voir. Pas un jour, pas une semaine, 7 années entières. Le problème? Le père de l'enfant, Te Tauna Erangi, est métisse. Son propre père est anglais. Et dans la rigidité de la hiérarchie traditionnelle maori, cela fait de lui quelqu'un de trop bas socialement, trop impur pour épouser la fille aînée d'un roi. Pourtant, l'histoire d'amour de ses parents avait commencé simplement, lors d'un grand rassemblement. Lui avait chanté une chanson, sa voix portant à travers la foule. Et Tiaoia, la mère de Kiri, femme de fort caractère et fille du roi, avait jeté son dévolu sur lui, sans se soucier des convenances. Mais l'amour n'efface pas les règles. 7 ans de rejet, 7 ans de tension familiale, avant que Tafiao finisse par accepter le mariage. La mâchoire serrée et le regard dur. La petite Kiri grandit donc dans cette atmosphère étrange, aimée passionnément par sa mère, ignorée par son grand-père, acceptée seulement par compromis, comme une tâche qu'on aurait préféré effacer, mais qu'on finit par tolérer. Pendant ce temps, tout autour d'elle, la vallée du Waikato saigne. En 1863, 20 ans avant sa naissance, les tribus Waikato ont perdu une guerre brutale contre le gouvernement colonial britannique. Les terres
ces vastes étendues vertes qui nourrissaient des générations entières ont été confisquées. 1,2 million d'acres arrachés et redistribués aux colons. Ce qui reste, c'est la pauvreté. L'humidité qui s'infiltre dans les maisons mal construites. Le froid qui mord les os en hiver. La fièvre typhoïde qui fait trembler les enfants dans la nuit. La tuberculose qui fait cracher du sang dans des mouchoirs tachés qu'on cache des regards. Un contraste terrible avec le royaume qui était autrefois prospère, organisé et vibrant de vie. C'est dans ce Waikato brisé, appauvri, humilié, que la petite Kiri, qu'on commence à appeler Tepuea, qu'on traduit par le lever à la surface, comme si elle émergeait malgré tout de cette misère. Elle grandit entre amour et rejet, entre tradition et effondrement. Un jour, Tepuea a peut-être 6 ou 7 ans. Ses jambes, encore maigres d'enfant, courent en pieds nus sur la terre battue. Elle joue avec d'autres enfants, près de la maison familiale. Le soleil tape fort sur sa peau. La poussière colle à ses mains moites. Un garçon, plus âgé, refuse de lui obéir. Peut-être parce qu'elle est une fille. Peut-être parce qu'il la trouve trop prétentieuse avec son sang royal. Mais quelque chose se brise en elle. La colère monte, chaude, aveugle. Elle attrape un bâton, du bois dur, rugueux sous ses doigts, et elle le frappe. 1 fois, 2 fois, encore. Le bois s'abat sur les épaules du garçon, sur son dos, sur ses bras, qu'il lève pour se protéger. Le sang commence à couler d'une coupure au-dessus de son œil, rouge vif contre sa peau brune. Tiahuia arrive, le souffle court, les yeux brûlants de colère. Cette femme, qui a tenu tête à son propre père pendant 7 ans pour épouser l'homme qu'elle aimait, ne laisse passer aucune violence gratuite. Surtout pas de sa propre fille. Tiahuia bat Tepuea. La douleur cuisante sur sa joue, ses larmes qui montent malgré elle. Puis, dans le silence qui suit, Tiahuia s'agenouille et regarde sa fille droit dans les yeux. Sa voix est basse, dure. Chaque mot pesé comme une pierre qu'on pose. Tu n'es pas meilleur que ceux que tu as frappés. Tu es leur égal. C'est seulement grâce à leur accord. Leur accord, tu entends, que tu as été élevé en statut. Donc c'est à toi de les honorer. S'ils ont froid, donne-leur des vêtements. Quand ils sont malades, prends soin d'eux. C'est seulement à travers le peuple dans son ensemble que tu seras appelé quelqu'un important. Cette leçon d'humilité brutale, gravée dans la douleur d'une gifle et la honte d'avoir fait couler le sang, a peut-être guidé chaque décision que Tepuea prendra pour le reste de sa vie. Et pour l'instant, elle n'est encore qu'une enfant qui apprend. Et son oncle, Mauta, a d'autres leçons à lui enseigner. Des leçons bien plus dures encore. Mauta, le 3e roi maori et oncle de Tepuea, est un homme imposant, à la présence écrasante. Il a observé cette enfant turbulente depuis sa naissance et a vu en elle quelque chose, une étincelle, une intelligence, peut-être même un destin, que les autres n'ont pas remarqué. Il décide de la former lui-même. Et ses méthodes ne laissent aucune place à la faiblesse. Il l'enferme dans une pièce. Les murs nus, l'air confiné. La lumière du jour qui filtre à peine à travers les fentes du bois. Là, pendant des heures, il lui enseigne le whakapapa, la généalogie complexe de ses ancêtres. Les noms qui remontent sur des générations. Les liens de sang qui tissent ensemble toutes les tribus maoris, comme une immense toile d'araignée invisible. Il lui enseigne les wayata,
Les chants traditionnels, ces mélodies qui portent l'histoire, la douleur, la fierté de son peuple, et qu'elle doit mémoriser parfaitement. Chaque inflexion de voix, chaque rythme. Il lui enseigne les choréros, les discours formels, les protocoles stricts des rassemblements. Comment parler, quand se taire, comment se tenir devant les anciens avec le respect exact qu'on leur doit. Tout cela en maori. Uniquement en maori. Pas un mot d'anglais. Pas une concession à la langue des colonisateurs. Et si Mauta la trouve endormie pendant ces longues sessions, la tête lourde, penchée sur sa poitrine, il la réveille d'un coup de bâton sur les épaules. La douleur fulgurante la redresse immédiatement. Une éducation brutale, sans pitié. Tepuea absorbe tout. Les noms, les chants, les protocoles, comme une éponge qui se gorge d'eau. Sa mémoire devenant un coffre-fort vivant de la culture de son peuple. Mais toute cette préparation, toute cette discipline de fer va s'effondrer en un seul jour. Avril 1898. Tiahuia, la mère de Tepuea, celle qui l'a aimée sans condition, celle qui l'a battue pour lui enseigner l'humilité, celle qui a tenu tête à un roi pour vivre son amour, meurt soudainement. Tepuea a 15 ans. On la rappelle d'urgence de son école à Auckland, où elle avait été envoyée pour recevoir une éducation occidentale que son grand-père avait longtemps interdite. Le voyage de retour est long. Le paysage qui défile par la fenêtre du train ne signifie rien pour elle. Ses yeux fixés sur un point invisible, le cœur lourd comme une pierre. Quand elle arrive, il est déjà trop tard. Sa mère les a quittés. Sa sœur, Hera, submergée par son propre chagrin, se marie peu après et part vivre à Otaki, laissant Tepuea seule avec le poids de l'héritage. Alors, à 15 ans à peine, Tepuea devient tête de la tribu, à Mangatafiri. Un titre qui devrait être honorifique, mais qui devient un fardeau écrasant quand on n'a plus personne pour nous guider. Mauta, son oncle et mentor, est à Wellington, absorbé par les manœuvres politiques complexes du gouvernement. Trop loin pour surveiller sa nièce au quotidien. Plus de supervision, plus de Tiahuia pour tempérer ses impulsions, pour la ramener à la raison quand elle s'emporte. Et puis un matin, Tepuea se réveille avec un goût métallique dans la bouche. Elle tousse, et du sang éclabousse le tissu qu'elle porte à ses lèvres. Rouge vif, inquiétant. Tuberculose. La malédiction familiale, comme on l'appelle dans les murmures indiscrets. Cette maladie, qui a déjà emporté tant de membres de sa famille, qui consume lentement les poumons jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un souffle fragile. Tepuea regarde ce sang sur ses mains et comprend. Elle va mourir jeune. Elle en est convaincue. Sa famille en est convaincue. Alors à quoi bon se retenir? À quoi bon respecter les règles, suivre les protocoles, se conformer aux attentes? Pendant 12 ans, 12 années entières de sa vie, Tepuea vit comme si chaque jour était le dernier. L'alcool brûle sa gorge, le tabac râpe ses poumons déjà fragiles. Elle s'abandonne à tous les excès qu'une jeune femme, belle, intelligente et désespérée, peut trouver dans une société qui l'a toujours regardée de travers. Un
témoin de l'époque, racontera bien plus tard, la voix teintée d'un mélange d'admiration et de scandale. Lors des rassemblements, elle n'avait qu'à pointer du doigt un homme et elle l'obtenait. Ce n'est pas de la rébellion gratuite, pas du libertinage par plaisir. C'est la réaction d'une jeune femme qui crache du sang tous les matins, qui sent la fatigue l'envahir après le moindre effort, qui vit avec la certitude absolue qu'elle ne verra pas 30 ans. Elle vit intensément, violemment, désespérément. Chaque sensation amplifiée par la proximité de la mort, chaque moment volé comme une victoire contre le temps qui file. Pendant 12 ans, Tepouéa brûle sa vie par les deux bouts, laissant derrière elle une traînée de scandales et de murmures désapprobateurs. Circa 1910. Tepouéa a environ 27 ans. Elle devrait être morte depuis longtemps, selon toutes les prédictions, toutes les statistiques sur la tuberculose dans les communautés maoris appauvries de l'époque. Mais elle respire encore. Son corps, contre toute attente, tient bon. Mahuta, qui n'a jamais cessé de l'observer malgré la distance, qui a vu en elle dès l'enfance des capacités inhabituelles malgré, ou peut-être à cause de son caractère impossible, décide qu'il est temps d'intervenir. Il l'a fait venir. L'atmosphère de cette rencontre est lourde, chargée de tout ce qui n'a pas été dit pendant 12 ans. Il est temps qu'elle se souvienne de son devoir envers le Kingitanga, le mouvement des rois maoris et de son peuple. On ne sait pas exactement ce qui fut dit lors de cette conversation, mais quelque chose change. Tepouéa retourne à Mangatafiri, le corps encore marqué par les excès, les poumons encore fragiles, mais l'esprit différent. Elle accepte la discipline qu'elle avait rejetée pendant 12 ans. Elle recommence à apprendre sérieusement le leadership, les stratégies, les alliances complexes qui font et défont le pouvoir dans le monde maori. Et miraculeusement, ou peut-être simplement parce que le corps humain est plus résilient qu'on ne le croit, sa tuberculose commence à se résorber. Les crachements de sang s'espacent, puis s'arrêtent. La fatigue s'atténue. Tepouéa, qui devait mourir à 20 ans, vivra bien plus. Elle a survécu contre toute attente. Elle a traversé le feu de sa jeunesse rebelle et en est ressortie différente. Plus dure peut-être, certainement plus déterminée. Elle a accepté son destin. Elle est prête à servir son peuple, à mettre en pratique tout ce que Mahuta lui a enseigné. Toute cette connaissance douloureusement gravée dans sa mémoire. Mais on ne va pas la tester sur des rassemblements paisibles, sur des discours protocolaires devant des anciens bienveillants, sur la gestion tranquille d'un petit village. Non. On va la tester en 1917, en pleine Première Guerre mondiale, quand le gouvernement néo-zélandais décidera d'envoyer les jeunes hommes maoris mourir dans des tranchées européennes pour un empire qui a volé leurs terres. On va la tester contre l'Empire britannique lui-même. En Europe, la Première Guerre mondiale dévore des vies par millions. Les tranchées s'enfoncent dans la boue comme des cicatrices ouvertes sur la terre. Le bruit des obus résonne jour et nuit, et les corps s'empilent dans un carnage qu'ils ne semblent jamais devoir finir. La Nouvelle-Zélande, cette île lointaine à l'autre bout du monde, envoie ses fils mourir dans cette boucherie européenne. Des jeunes hommes qui n'ont jamais vu la France, qui ne comprennent pas toujours pourquoi ils se battent, mais qui partent quand même parce que l'Empire britannique le demande. Et puis, le gouvernement néo-zélandais prend une décision. La conscription, le service militaire obligatoire. Mais
Et c'est là que l'injustice devient flagrante, presque obscène. Il ne l'applique pas à tout le monde. Il l'applique uniquement à 2 régions maoris, Waikato et Maniapoto. Exactement les 2 tribus qui ont osé résister en 1863. Les mêmes qui ont perdu 1,2 million d'acres de terre confisqués. Les mêmes qui vivent encore dans la pauvreté, la maladie et l'humiliation. Et maintenant, on leur demande d'envoyer leurs fils mourir pour la couronne qui les a dépossédés. Les autres tribus maoris, celles qui n'ont pas résisté, ou qui ont même combattu aux côtés du gouvernement, servent volontairement et avec honneur, mais elles ont le choix. Waikato et Maniapoto, elles, ne l'ont pas. Tepu Ea, qui a maintenant 34 ans, qui a survécu à la tuberculose, qui a accepté son rôle de leader, regarde cette loi et dit un mot simple. Non. Pour comprendre pourquoi Tepu Ea refuse avec une telle certitude, il faut remonter en 1881. Cette année-là, son grand-père, Tafiao, celui-là même qui avait refusé de la voir pendant 7 ans, a fait la paix avec le gouvernement colonial après des décennies de conflits. Et lors de cette réconciliation douloureuse, il a prononcé des paroles que personne dans Waikato n'a oubliées. Des paroles qui sont devenues presque sacrées, gravées dans la mémoire collective comme une loi non écrite. Il a dit que maintenant que la paix était faite, Waikato ne devait plus jamais prendre les armes, plus jamais participer à la guerre. La violence avait assez pris et assez détruit. Pour Tepu Ea, ces paroles ont le poids d'un commandement religieux. Tafiao était le roi. Il a fait la paix. Il a dit « ne combattez plus ». Mais dire non au gouvernement en pleine guerre mondiale, ce n'est pas juste une position morale. C'est un acte de rébellion qui peut vous briser. Nous sommes dans une ferme isolée, quelque part, entre Mangatafiri et Mercer, dans la vallée du Waikato. La nuit est tombée depuis longtemps. L'obscurité est épaisse, à peine percée par la lumière tremblante d'une lampe à huile à l'intérieur de la maison. Dans la grange attenante, une structure de bois brut qui sent le foin sec et la sueur des chevaux. Un jeune homme maori est caché. Il a 19 ans, peut-être 20. Trop jeune pour avoir vécu la guerre de 1863, mais assez vieux pour en porter les cicatrices par héritage. Il est assis dans le foin, les genoux repliés contre sa poitrine, le cœur battant si fort qu'il a l'impression que le bruit résonne dans tout le bâtiment. Ses mains tremblent légèrement. Il sait qu'ils vont venir. C'est une question d'heures, peut-être de minutes. Il devrait être en train de s'entraîner pour partir en Europe. Il devrait porter l'uniforme, apprendre à manier un fusil, se préparer à mourir dans une tranchée française pour un roi qui règne depuis Londres. Au lieu de ça, il est là, caché comme un criminel, parce qu'il a dit non. Les pas arrivent. Le jeune homme retient sa respiration. Chaque muscle de son corps se tend. Il peut entendre son propre pouls battre dans ses oreilles. Un rythme affolé qui couvre presque tous les autres sons. Dans la maison, Tepu Ea est seul. Enfin, officiellement seul. Le bois vibre sous les coups. Dans la grange, le jeune homme sursaute malgré lui, et le foin crisse légèrement sous son mouvement. Tepu Ea traverse la pièce. Ses pieds nus sur le plancher de bois font un bruit léger, presque fantomatique. Elle ne se précipite pas, mais elle ne traîne pas non plus. Dehors, 2 policiers. Des hommes grands, imposants dans leur uniforme sombre. Ils portent des lampes qui projettent des ombres dansantes sur le visage de Tepu Ea. Nous cherchons un déserteur.
Nous avons des raisons de croire qu'il se cache ici. Un déserteur. C'est comme ça qu'ils appellent un jeune homme qui refuse de mourir pour des terres qui ne sont plus les siennes. Tepuea les regarde. Elle est petite, à peine 1,50 m. Mais elle se tient dans l'embrasure de la porte, comme si elle était sculptée dans la pierre. Ses bras ne sont pas croisés. Ses mains ne tremblent pas. Elle est juste là, immobile, le visage neutre, impossible à lire dans la lumière tremblante des lampes. Non. Juste ça, un mot. Pas d'explication, pas d'excuse, pas de justification. Non. Madame, si vous cachez un déserteur, vous serez arrêtée. Comprenez-vous ce que cela signifie? La prison. Vous pourriez aller en prison. Dans la grange, le jeune homme ferme les yeux. Il prie. Peut-être à Dieu, peut-être à ses ancêtres, peut-être juste au hasard, pour que Tepuea ne cède pas, mais aussi pour qu'elle ne soit pas punie à cause de lui. Non. Les deux policiers se regardent. On peut presque entendre leur frustration dans le silence qui suit. Ce moment où ils réalisent qu'ils sont face à quelqu'un qui ne va pas bouger. Quelqu'un qui ne va pas avoir peur. Quelqu'un qui a déjà survécu à tellement pire que leurs menaces sonnent creux. Puis ils repartent, bredouilles. Dans la grange, le jeune homme laisse échapper un souffle qui retenait depuis ce qui semble être une éternité. Ses mains tremblent encore plus fort maintenant que le danger est passé. L'adrénaline qui reflue, il le laisse faible, presque nauséeux. Tepuea referme la porte. Elle ne va pas voir le jeune homme tout de suite. Elle attend, écoute, s'assure qu'ils sont vraiment partis, qu'ils ne reviennent pas, que c'est vraiment fini pour ce soir. Ce ne sera ni la première, ni la dernière fois. Pendant les mois qui suivent, Tepuea organise un véritable réseau de résistance passive. Sa ferme devient un refuge. Les objecteurs de conscience, ces jeunes hommes qui disent non à la conscription par conviction, par respect des paroles de Tafiao, ou simplement parce qu'ils refusent de mourir pour un empire qui les a humiliés, savent qu'ils peuvent venir ici. Elle les cache, les nourrit et les protège. Et quand les policiers viennent, parce qu'ils viennent souvent et de plus en plus souvent, elle se tient dans l'embrasure de sa porte et dit non. Toujours le même mot, toujours la même immobilité. Mais chaque non a un prix. Les conséquences ne se font pas attendre. Tepuea devient impopulaire. Pas juste impopulaire, haï par une large partie de la population blanche de Nouvelle-Zélande. Dans les journaux, on parle d'elle comme d'une traîtresse, d'une agitatrice dangereuse, de quelqu'un qui mine l'effort de guerre. En 1920, le prince de Galles, futur roi d'Angleterre, visite la Nouvelle-Zélande. C'est un événement énorme, un honneur, et toutes les tribus maoris sont invitées à participer aux cérémonies officielles. Toutes, sauf une. Waikato est snobé, délibérément exclu, comme une punition collective pour l'insolence de Tepuea. Pour les hommes et les femmes de Waikato qui cherchent du travail, c'est encore pire. Les employeurs refusent de les embaucher. Vous êtes de Waikato, ceux qui ont refusé de se battre? Désolé, on n'a pas de place pour vous. La pauvreté, déjà terrible, s'aggrave encore. Et puis, il y a Maui Pomare. Pomare est un politicien maori influent, respecté. Un homme qui a poussé activement pour la conscription, convaincu que la participation maori à la guerre renforcerait leur position politique après. Il considère Tepuea comme une folle dangereuse qui sabote l'avenir de leur peuple. La rupture entre eux est totale. Ils ne se parlent plus pendant des années. Ce n'est qu'en 1928, 11 ans plus tard, quand Pomare est mourant, rongé par la maladie, qu'il demandera à voir Tepuea. Et dans cette chambre, où l'odeur de la mort flotte déjà, il admettra, la voix brisée, qu'il s'était trompé. Mais en 1917, personne ne le sait encore. Cette année-là, Tepuea est seul,
isolée, haïe. Elle a défié l'Empire britannique et elle en paie le prix. Et pourtant, 10 ans plus tard, juste 10 ans, le Premier ministre néo-zélandais en personne viendra la voir. Il lui serrera la main, lui promettra de l'argent, des terres, du bois pour construire. Comment passe-t-on de ennemi public à partenaire du gouvernement en 10 ans ? Pour le comprendre, il faut d'abord comprendre ce qui passe en 1921, 3 ans après la guerre, 3 ans après les confrontations avec la police. Tepu Ea prend une décision qui va tout changer. Elle va s'installer sur une terre marécageuse, inhabitable, au bord de 2 rivières. Et elle va construire quelque chose que personne n'a jamais vu. Tepu Ea a 38 ans. La guerre est finie. Mais Waikato est toujours pauvre, isolé et marqué par le rejet. Et c'est là qu'elle prend une décision qui va sembler folle à presque tout le monde. Elle va s'installer à Ngarua Waia, à la confluence de 2 rivières, le cœur spirituel du Kingitanga. Mais en 1921, l'endroit n'est pas exactement habitable. La terre est marécageuse, gorgée d'eau. Quand on marche dessus, les pieds s'enfoncent dans la boue noire qui colle à la peau et dégage une odeur de terre pourrie. Les moustiques pullulent, rien ne pousse vraiment là. Et elle n'a pas d'argent, pas de soutien du gouvernement, elle est encore l'ennemi public. Quand elle annonce son plan, créer ici un centre spirituel, culturel et économique pour Waikato. Même ses proches la regardent avec scepticisme. Comment ? Avec quoi ? Alors, elle commence par mettre en place un système où une corvée collective, où tout le monde travaille ensemble pour le bien commun. Pas de distinction de rang. Le descendant d'un chef creuse la même fosse que l'homme sans titre. Et Tepu Ea elle-même travaille avec eux, dans les champs, dans la cuisine, partout. Progressivement, le marécage se transforme. Il creuse des canaux, plante des jardins, crée des fermes. Tout est partagé. Les ressources, la nourriture, le travail. Les malades sont soignés, les veuves et orphelins pris en charge. Mais elle a une vision plus grande. Elle veut un hôpital pour soigner son peuple. Et pour ça, il faut de l'argent. Alors, en 1927, elle crée une troupe de spectacle, le Turangawaewae Patriotic Movement, le TPM, et fait une tournée à travers la Nouvelle-Zélande pour collecter des fonds. Décembre 1927, la côte Est. Le TPM arrive en territoire Ngati Porou, la tribu d'Apirana Ngata, l'homme le plus influent de la politique maori. Il faut comprendre, Ngati Porou et Waikato sont des ennemis traditionnels. En 1863, quand Waikato s'était battu contre le gouvernement colonial, Ngati Porou a combattu aux côtés du gouvernement. Ils ont pris les armes contre les ancêtres de Tepu Ea. Le sang versé entre ces 2 tribus ne s'oublie pas. Et pourtant, Tepu Ea vient ici demander de l'aide. Apirana Ngata aurait toutes les raisons de la rejeter. Cette femme qui a défié le gouvernement qu'il sert, cette descendante d'ennemis traditionnels. Mais quand Tepu Ea et sa troupe arrivent, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'accueil est triomphal. Les gens de Ngati Porou se rassemblent pour voir le spectacle. Ils écoutent les chants des Waikato. C'est Waiata qui raconte la douleur de la confiscation des terres, la fierté malgré la défaite. Et quand vient le moment de la collecte, Ngati Porou donne, et généreusement. 1000 livres 336, une somme énorme. Des mois, peut-être des années d'économie pour certains. C'était la manière dont Ngati Porou montrait son respect pour Tepu Ea. Respect, pas pitié. Pour Tepu Ea,
cette visite est une révélation. Elle découvre comment Ngati Porou a réussi à mélanger modernité et préservation culturelle. Elle voit ce que Waikato pourrait devenir. Et elle comprend qu'elle a besoin d'alliés. Même, surtout, d'anciens ennemis. Un an plus tard, Te Puea rencontre Gordon Coates, le premier ministre de la Nouvelle-Zélande. Ironie du moment, 11 ans plus tôt, le gouvernement voulait l'arrêter. Maintenant, elle est assise en face du premier ministre. Coates a ses propres motivations politiques. Te Puea a les siennes. Leurs intérêts convergent. Le deal est précis. 1000 livres pour la construction. Du bois gratuit du Frankton Railway Timber Mill. 200 acres de terre à cultiver. Encore 1000 livres pour démarrer les opérations agricoles. Coates lui dit directement: Vous et vos enfants, retournez à Ngarua Wahia. Je construirai votre maison, je la soutiendrai, je donnerai l'argent pour sa construction. Le gouvernement, qui a confisqué 1,2 million d'acres en 1863, donne maintenant 200 acres. Le gouvernement qui voulait arrêter Te Puea en 1917 finance maintenant son projet. Ce n'est pas de la justice, mais c'est un début. Nous sommes en automne 1928. Nous revoilà au chantier de l'introduction. L'odeur du totara fraîchement taillé, la sciure qui vole dans l'air chaud, 45 hommes qui sculptent. Certains sont des Arawa, anciens ennemis venus de la côte Est. Ils travaillent depuis des mois, sans salaire, par dévotion. Au centre, Te Puea discute avec les sculpteurs, vérifie chaque symbole, chaque ligne. Ce qu'ils construisent, c'est Mainarangi. C'est unique, la forme traditionnelle d'une maison de réunion, mais avec des fenêtres pour la ventilation, sans poteaux centraux. C'est un hôpital autant qu'un lieu de rassemblement. Le nom lui-même, Mainarangi, est celui d'une ancêtre commune à Waikato et Ngati Porou, un pont entre anciens ennemis. Et bientôt, tout sera prêt. Des milliers de personnes convergent vers Ngarua Wahia. Ils viennent de partout. De Waikato, bien sûr, mais aussi de régions éloignées. Certains ont voyagé pendant des jours pour être là aujourd'hui. L'air vibre d'une énergie particulière, ce mélange d'excitation et de solennité qu'on ne ressent que lors des grands moments historiques. Ces instants où tout le monde présent sait qu'il est en train de vivre quelque chose d'important. Quelque chose qui sera raconté aux enfants et aux petits-enfants. Mainarangi se dresse enfin, terminé. Ses sculptures, fraîchement achevées, brillent sous le soleil de mars. Les motifs ancestraux, gravés dans le bois de Totara, racontent maintenant leurs histoires à tous ceux qui passent devant. Les panneaux tuku-tuku, ces tissages géométriques de roseaux colorés, ornent les murs intérieurs, chaque motif portant la mémoire de ceux qui l'ont créé. Et ce qui rend ce jour encore plus extraordinaire, c'est qui est venu. Ngati Porou arrive en grand nombre depuis la côte Est. Des groupes entiers, organisés, qui traversent l'île pour célébrer ce que Waikato vient de construire. Anciens ennemis qui apportent leurs propres sculptures et tissages comme cadeaux, chantant leur propre waiata en signe de respect. Gordon Coates est là aussi. Il n'est plus Premier ministre maintenant, il est dans l'opposition depuis les élections. Mais il est venu quand même, parce que ce projet, c'est aussi le sien. Ce pont entre le gouvernement et Waikato, il l'a construit avec Te Puea. Les performances culturelles commencent. Des dizaines de danseurs et danseuses maoris se produisent simultanément. Le sol vibre sous le rythme des pieds qui frappent la terre en cadence. Les voix s'entremêlent en harmonie complexe qui racontent les générations passées, les batailles perdues, et maintenant, enfin, la renaissance. Sur les rivières Waikato et Waipa, les canoës traditionnels glissent sur l'eau, fraîchement repeints et décorés, comme dans l'ancien temps.
un écho d'une époque, avant les confiscations, avant la guerre, avant la pauvreté. Tepu Ea est là, au centre de tout cela, entouré de son peuple et de ceux qui étaient censés être ses ennemis. 45 ans, de la petite fille rejetée par son grand-père à la femme qui vient de réaliser l'impossible. Réconcilier des tribus ennemies, obtenir le soutien du gouvernement qui voulait l'arrêter, construire un lieu qui était à la fois profondément traditionnel et radicalement moderne. Ce jour-là marque quelque chose de fondamental. Le premier vrai pont entre Waikato et le gouvernement depuis 1863. Le premier pont entre tribus qui se sont entretuées. Un symbole de renaissance. Pendant les années qui suivent, Tepu Ea continue son œuvre. D'autres meeting houses sont construites à Turangawaewae. Le développement agricole se poursuit avec le soutien de Ngata. Une école ouvre ses portes. Les services sociaux s'organisent. Soins des malades, accueil des veuves et des orphelins. Ngara Wawaya devient vraiment ce centre spirituel, culturel et économique qu'elle avait imaginé en 1921 sur cette terre marécageuse. Mais il reste un combat, le plus vieux, le plus douloureux. La confiscation de 1,2 million d'acres de terre. Cette blessure qui saigne depuis 83 ans. « 17 ans ont passé depuis l'ouverture triomphale de Bainarangi. Tepu Ea approche de ses 64 ans. Et il reste un dernier combat, la compensation pour les terres confisquées. En 1928, la commission CIM avait conclu que les confiscations étaient excessives. Leur offre, 3 000 livres par an. Waikato avait refusé. Maintenant, 18 ans plus tard, le Premier ministre Peter Fraser vient à Turangawaewae pour tenter une nouvelle fois de négocier. La discussion sur le marae dure toute la journée du 20 avril. C'est le chaos, l'impasse, encore. Certains veulent le retour des terres, pas de l'argent. Comme la terre a été prise, la terre doit être rendue. Le soir, Fraser négocie en privé avec un petit groupe d'anciens. Les chiffres montent. Le lendemain, il revient avec une offre finale. 6 000 livres par an pendant 50 ans, puis 5 000 à perpétuité. Le silence se fait sur le marae. Les conservateurs commencent à préparer leur objection. Tepu Ea voit ce qui va se passer. Si l'offre est rejetée, Waikato restera dans l'impasse pendant encore des décennies. Elle se penche vers un ancien conservateur et lui dit, la voix ferme, « Lève-toi et accepte. » L'homme se lève. Kuaotite takenei. L'affaire est finalisée de manière satisfaisante. 83 ans que cette blessure saigne. Et en un instant, elle commence à cicatriser. Ce n'est pas de la justice, mais c'est un début. Le dernier grand combat politique est terminé. Tepu Ea sent le poids des années maintenant. La fatigue qui s'accumule dans son corps qui a trop travaillé, trop porté. Le griffe des terres est enfin réglé. Turangawaewae est construit. Mais elle sait qu'il reste une dernière chose, la plus importante peut-être. S'assurer que tout cela lui survive. Il y a une enfant qu'elle observe depuis des années déjà, avec une attention particulière. Une petite nièce qu'elle garde près d'elle pendant les vacances scolaires, qu'elle emmène partout avec elle lors des événements publics. Elle éduque comme Mahuta l'a éduquée elle-même. Les Wakapapa, ces généalogies complexes qui remontent sur des générations. Les Waiata, ces gens qui portent l'histoire et la mémoire. Les protocoles, comment se tenir devant les anciens, comment parler avec autorité et humilité à la fois, comment diriger un peuple. Tepu Ea est exigeante avec cet enfant, parfois dure. L'argent de poche est limité strictement, les attentes sont élevées, comportement exemplaire, conformité aux traditions, responsabilité constante. Comme
si elle préparait quelque chose, comme si elle savait quelque chose que personne d'autre ne voit encore. Cet enfant dira bien plus tard, devenue adulte, elle était dure avec moi. Le même mot qu'on aurait pu utiliser pour Mahuta avec Tepuea. La même forge brutale pour créer un leader. Nous sommes le 12 octobre 1952, un dimanche soir. Dans la ferme, la lumière du soir filtre doucement à travers les fenêtres. Tepuea est allongée dans son lit, entourée de sa famille. Elle a 68 ans. Elle n'aurait jamais dû vivre aussi longtemps. Mais elle a survécu à tout. À la maladie, aux excès, à la confrontation avec l'Empire, à la pauvreté et au rejet. Elle a survécu et elle a construit. Maintenant, allongée dans son lit à la ferme, entourée de sa famille, elle sent son corps lâcher. La chambre est plongée dans la pénombre. Les femmes parlent doucement et attendent. Le soir, l'adolescente qu'elle a formée arrive. Elle s'assoit près du lit. À la fin, Tepuea ne parle plus qu'en maori. Elle ouvre les yeux et regarde les gens autour d'elle. Ki te mate, ana aoko, ta, koutou mai, imolinei et polongi. Quand je serai partie, vous allez tous devenir fous. Quelques minutes après 21h, son cœur s'arrête. Elle meurt doucement, les yeux fermés. 68 ans, une vie qui n'aurait pas dû exister. Son corps est exposé devant Mainalanghi pendant 7 jours. Plus de 10 000 personnes viennent lui rendre hommage. Le Premier ministre, le chef de l'opposition, plus de 300 télégrammes de condoléances de l'étranger. 1000 bouquets de fleurs recouvrent le marais. C'est la plus grande cérémonie funéraire jamais vue en Nouvelle-Zélande, en dehors de celle des premiers ministres morts en fonction. Le 19 octobre, le cortège funéraire arrive au pied de la montagne Taupiri. Il s'étire sur près de 3 kilomètres. Une pluie légère tombe quand les porteurs commencent à gravir la montagne, transportant le cercueil vers le lieu de repos de la lignée royale. Puis alors que le cercueil est descendu dans la tombe, la pluie devient torrentielle, un déluge qui trempe les centaines de personnes présentes, qui transforme la terre en boue. Les prières sont menées tour à tour par ses amis anglicans et méthodistes. Des larmes silencieuses se mêlent à la pluie. Il n'y aura pas de pierre tombale. Selon les instructions de Tafiao, dans la mort, la lignée royale doit être indistinguable des humbles. « 14 ans plus tard, cet enfant que Tepuea avait éduqué si durement, celle qu'elle avait forgée pendant des années, emmenée partout, préparée sous les regards intrigués de tous, se tient devant son peuple. Elle s'appelle Piki, princesse Piki. Et ce jour-là, elle devient Te Atailan Gikau, la première femme de l'histoire à diriger le Kingitanga, la première reine maori. Elle régnera pendant 40 ans. 40 ans à appliquer les leçons de Tepuea, cette grande tante qui l'avait préparée pour un destin que personne n'avait vu venir. L'enfant rejeté était devenue bâtisseuse. La bâtisseuse avait formé une reine. Mais comment une petite fille est devenue la première femme à briser cette barrière de plusieurs siècles, ça, c'est une histoire pour un autre jour. Michael King, qui a passé des années à reconstituer la vie de Tepuea, conclura sa biographie avec ces mots. Mahuta avait dit sur le corps de Tafiao, « Pars avec tout ton héritage, et laisse-moi façonner un nouvel héritage dans ton sillage. » Tepuea a accompli cette vision. Il y a un mot français qui résume toute l'histoire de Tepuea. Exister. Pas vivre, pas réussir, pas triompher. Exister. Parce que
Pendant 7 ans, son grand-père a refusé qu'elle existe. Elle était là, elle respirait, elle grandissait. Mais dans son esprit, elle n'existait pas. Quand elle a eu 20 ans et que la tuberculose ravageait ses poumons, la médecine de l'époque disait qu'elle ne pourrait plus exister longtemps. Quand elle a dit non à la police en 1917, le gouvernement britannique a voulu effacer son existence, l'emprisonner, la faire taire, la rendre invisible. Et pendant toute sa vie, il y a eu cette question silencieuse qui planait au-dessus d'elle. Est-ce que les Maoris, après 1863, après les terres volées, après la pauvreté, après l'humiliation, est-ce qu'ils pouvaient encore exister? Pas juste survivre, exister. Être visible, être fier, être digne. Le 15 mars 1929, quand Mainalanghi a ouvert ses portes, quand des milliers de personnes ont convergé vers Ngaruaya, quand même les anciens ennemis sont venus célébrer, ce jour-là, Te n'a pas juste construit un bâtiment. Elle a prouvé que son peuple existait. Et quand elle est morte, en 1952, ce n'était plus une question. Waikato existait. Le Kingitanga existait. Et 14 ans plus tard, pour la première fois dans l'histoire, une femme allait diriger ce mouvement. Te n'a pas juste existé, malgré tous ceux qui disaient qu'elle ne devrait pas. Elle a rendu l'existence possible pour tous ceux qui venaient après elle. Aujourd'hui encore, en 2026, combien de personnes dans le monde se battent encore pour cette même chose? Combien de peuples auxquels on a dit « vous n'avez pas le droit d'être ici » Combien d'enfants qu'on rejette, ou pire encore? Combien de communautés qu'on tente d'effacer? Exister. C'est tout ce qu'elle voulait. Exister ne devrait pas être un privilège. Hello! Voilà, un épisode un peu plus long que d'habitude. J'espère que vous aurez apprécié tout autant que moi l'histoire de Te Puea. N'hésitez pas à me dire si ce genre de format vous plaît aussi. J'ai aussi une bonne nouvelle à vous annoncer. Depuis décembre, j'ai la chance de rejoindre le collectif Hérodote. C'est un collectif de vulgarisateurs et vulgarisatrices historiques, tous plus cool les uns que les autres, et qui ont pu relire mon script pour vérifier la véracité de mon texte. Du coup, un grand merci à Washi de la chaîne L'Hydro Mille Têtes, Simon de l'atelier d'histoire et Rob de l'histoire avec une grande H, pour avoir consacré de leur temps pour être sûr que je ne dise pas de bêtises. Et j'aimerais dire un grand merci à Christophe de la chaîne Odyssia 2.0 qui m'a prêté sa magnifique voix pour cet épisode. Et vraiment, si vous aimez les vidéos historiques, narratives, immersives, contemplatives, je ne peux que vous recommander sa chaîne. C'est vraiment une pépite tant sa production est qualitative. Vraiment, il fait un travail titanesque et ça se voit et ça s'entend d'ailleurs. Alors, allez checker ça, vous ne serez pas déçus. D'ailleurs, il a même un podcast aussi. Je vous mettrai tous les liens de ces gens trop cool en description parce que voilà, si vous aimez l'histoire et que vous aurez de quoi consommer en attendant le prochain épisode. Je vous remercie encore pour avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou si vous voulez m'aider sur le projet, j'ai un Patreon. Je dis ça, je dis rien. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.